Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le 1er mai 2024. Nous souhaitons une bonne fête du travail à tout le monde. Avec moi sur ce plateau, Aruna Dem. Aruna, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Bonne fête du travail. Et à vous aussi, à tous ceux qui nous regardent. Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Le 1er mai, ça s'est bien passé? Alhamdulillah. Et dans cette émission, nous recevons un nouveau chroniqueur, Pape Alassane Ndiaye. Vous le connaissez certainement, il était dans le magazine de la dernière CAN, Sunu CAN, avec Abdoulaziz Ban et son ami Momodou Diagne. Pape Alassane, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ibrahima, bonsoir Thierno, Aruna, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et donc j'en profite pour souhaiter bonne fête du travail à tout le monde. C'est un plaisir de vous compter parmi nos chroniqueurs. Le premier thème du Club des Sports va porter sur la balle, la Basketball Africa League, avec la conférence Sahara qui aura lieu au Sénégal du 4 au 12 mai courant. Et les matchs vont se jouer à la Dakar Arena de Diamniadio. Et le Sénégal sera représenté dans cette compétition par l'AS Douanes. Il y aura aussi l'US Monastir de la Tunisie, l'armée patriotique rwandaise, un club rwandais donc, et les Rivers Hoopers du Nigeria. Aruna Dem, dans ce tournoi-là, les douaniers devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. On rappelle que l'AS Douanes a joué la finale l'année passée, une finale perdue face à l'Ahli du Caire. Et disons que ça semble a priori sur le papier assez abordable, mais on est quand même en matière de basket. On sait que tous ceux qui sont présents ont quand même un niveau assez élevé. L'IS Monastir notamment qui avait gagné la compétition en 2022. Donc forcément ça va être un adversaire de taille pour cette équipe du Sénégal. Les Rwandais dont le basket a énormément évolué ces dernières années. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'ils sont suffisamment armés. Ils ont l'expérience, justement, le vécu de la dernière édition, de cette finale perdue qui pourront mettre en œuvre pour pouvoir justement se projeter un peu plus pour essayer de décrocher le sacre final. Ils ont un entraîneur aussi qui est quand même extrêmement expérimenté, qui a un background, qui a un vécu, qui a énormément travaillé ces derniers mois pour justement préparer cette compétition. Qui a été le meilleur coach de la dernière édition. De la balle. Qui a aussi cette expérience en sélection nationale qui peut-être sera un atout supplémentaire pour cette équipe de l'AS Douanes. Donc, tout ça mis ensemble, je pense qu'il y a lieu d'être optimiste. On joue à domicile et forcément, donc, on aura cet avantage du terrain-là qui devrait pouvoir profiter à l'équipe de l'AS Douanes, qui, de mon point de vue, est suffisamment armée. Mais comme je l'ai déjà dit au départ, c'est le basket. On ne peut pas présager à l'avance de ce qui va se passer. Mais on est suffisamment armé pour aller au bout et pour décrocher ce titre au niveau de cette conférence Sahara. Nous avons sur ce plateau un ancien joueur de l'AS Douanes en petite catégorie, Elhadji Thierno Dramé, qui suit avec beaucoup d'intérêt la préparation de l'équipe. Thierno, comment vous voyez les chances de l'AS Douanes cette saison après la performance de la saison passée? Parce que ça a été une surprise pour beaucoup de voir l'AS Douanes arriver en finale de la Basketball Africa League. Ouais, c'est justement ça le problème. L'année dernière, c'était une surprise, mais cette année, la Douane ne sera une surprise pour personne. Ce sera une équipe attendue parce qu'ils ont joué la finale la saison dernière. Après avoir très très mal débuté, il faut quand même le rappeler, la Douane a débuté avec 2 défaites. Cette saison, j'espère qu'ils ne feront pas un départ aussi compliqué parce que finalement, ils se sont retrouvés à jouer des finales pendant tout le reste de la compétition. Mais ce qui change, aujourd'hui, ce qui fait la force de l'AS Douanes, c'est d'abord l'entraîneur. Parce que c'est un entraîneur qui connaît bien son équipe, qui connaît bien l'équipe, qui est à sa 3e participation à la balle. L'année dernière, il a été élu meilleur coach. Donc, lui, déjà, il a cette expérience-là qu'il va faire vivre, qu'il va transmettre à ses joueurs. Deuxième atout, c'est le meneur, Alkali Ndour. C'est un international. Lui et Pabi Gueye se connaissent mais parfaitement. Il a toujours su compter sur lui. Il est encore là, il a l'expérience lui aussi. Et voilà, dans des matchs compliqués, il sait comment tirer son équipe vers le sommet. Maintenant, ce qui change en fait par rapport à l'année dernière, le joueur le plus clutch, c'était un Américain, c'est Crawford. Cette année, il n'est pas là. Pabi a choisi de prendre des joueurs africains, mais on enregistre surtout l'arrivée d'Ibrahim Thomas, qui est un joueur expérimenté, qui, voilà, déjà en 2013,
était en équipe nationale de basket, il a joué la Coupe du Monde. Donc, et puis c'est ça, en fait, ce qui est bien avec Ibrahim Thomas, c'est qu'il a la taille d'un pivot, mais il peut jouer ailier. Il est très adroit. Donc, sur le pick and pop, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup. Parce qu'il peut jouer sous la raquette, comme il peut faire écran, sortir sur la ligne des 3 points et prendre le tir. Donc, c'est un atout. Maintenant, par rapport à l'âge, par rapport à l'intensité que demande cette compétition-là, parce que les matchs vont s'enchaîner, bon, c'est des questions, on verra peut-être. Je pense qu'il a fait une bonne préparation. Mais voilà, face aux adversaires, l'US Monastir va venir avec un état d'esprit revanchard. Ils ont perdu l'année dernière en demi-finale. Souvent avec beaucoup d'internationaux tunisiens, exactement, l'ossature même de l'équipe nationale exactement, ils ont perdu en demi-finale contre la Douane. C'était une surprise. Et cette année, comme je l'ai dit, la Douane n'est plus une surprise. Au contraire, c'est une équipe qui est attendue. Et je pense que ça va rendre la compétition plus compliquée à gérer pour elle. Pour elle, oui, la Douane. Mais bon, avec l'aide du public, certainement, je pense que, bon, quoi qu'on dise, ils vont jouer à domicile à Dakar. Le plus important, c'est de bien démarrer et ensuite, après, voilà, se qualifier pour les playoffs. Je pense que le reste, ça viendra. Pape Alassane, pensez-vous que l'AS Douane peut faire mieux que la saison passée, aller peut-être chercher le trophée en fin mai, début juin à Kigali, mais avant cela, il va falloir faire un bon tournoi à Dakar. Oui, justement, il s'agira d'abord de sortir de cette conférence Sahara, qui, il faut le rappeler, a en son sein une double finaliste, hein, parce que Monastir, ils étaient déjà finalistes lors de la première édition, ils avaient perdu, ensuite ils ont gagné en 2022, donc c'est une valeur sûre du basket africain, avec des cadres. Ils ont même signé un Américain récemment pour les renforcer, George Williams, qui joue en G-League. Donc c'est quand même, on va dire, l'adversaire, principal. Maintenant, pour parler un peu du roster de l'AS Douane, moi j'ai aimé quand même le recrutement. C'est vrai qu'il n'y a pas d'Américains. Et on sait que les Américains sont connus pour être des scoreurs. Sur les 3 dernières éditions, les deux meilleurs marqueurs, c'était des Américains. C'est Terrell Strogan, Michael Dixon et Walter Hodge de Zamalek. Donc, en fait, c'est vrai que les Américains peuvent apporter ça dans un effectif, c'est le scoring. Ils savent marquer dans les moments difficiles, ce que peut-être nous, les Africains, on n'a pas encore atteint ce niveau. Mais, attention, parce que tout à l'heure, Tierno parlait de l'Ibrahim Thomas à l'intérieur. C'est vrai que lui, il a un grand gabarit, mais il aime shooter. C'est-à-dire, malheureusement, on ne profite pas de sa taille à l'intérieur. C'est pas un joueur qui aime rester dans la raquette, dans la peinture, pour faire valoir son gabarit, sa taille. Mais il aime s'écarter pour shooter. Mais là où je pense qu'ils ont été intelligents, c'est d'avoir pris le Nigérian Obegba, Christopher Obegba, qui est un rebondeur. Mais il y a 2 Nigérians dans le Nigérien, oui, mais un Australo-Soudanais aussi. Exactement. Mais surtout, Christopher Obegba, je le connais bien parce qu'il était en Guinée, avec le Slack de Guinée. Et il avait fait une très bonne campagne en 2022 notamment. Et c'est une boule d'énergie, il saute partout, il défend. Donc je pense que lui et Thomas, ils seront... Thomas plutôt, c'est pas un Américain, Thomas. Ils sont complémentaires. Et ils ont également pris un arrière-scoreur nigérien, Aruna, également, qui tournait à 15 points de moyenne lors de sa dernière bowl avec l'équipe de FAP. Donc voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas d'Américains, ça peut faire peur comme ça, mais je trouve que l'effectif est quand même équilibré. Ils ont quand même pris également des intérieurs comme Diakité. Adama Diakité. Jean-Jacques Boissy est là. Jean-Jacques Boissy, un excellent Samba Dalifal qui est revenu de France pour jouer. Exactement. Samba Dalifal qui était joueur du basket ici au Sénégal. Il était du groupe qui a joué la finale. Exactement. Il y a également le jeune prospect là, de la NBA, Khadim Rassoulmbouk, ton homonyme, qui est très prometteur. Donc voilà, moi je trouve que l'effectif, il est intéressant. Il est intéressant. Maintenant, il va falloir aller chercher la première place. Et parce qu'on sait que les 2 autres seront peut-être là en trouble fête, les Rwandais de l'APR. Parce que normalement, c'est REG, on a plus connu REG au Rwanda. C'est eux qui venaient, qui vraiment faisaient plaisir au public avec leur spectacle et tout. Mais APR, on les connaît moins. Mais je pense que quand même... Il y a aussi les Nigérians de Rivers Hoopers. De Rivers Hoopers, oui. Les Nigérians... mais le basket local nigérian, quand même, n'est pas terrible. Parce qu'ils sont tous expatriés. Les meilleurs sont expatriés. Donc, mais attention, ils ont quand même pris des Américains. En fait, toutes les autres équipes de la conférence Sahara ont des Américains à leur sein. Sauf nous, sauf la S-Douane. Mais bon.
Il ne faut pas qu'on pense que le basket, c'est seulement les Américains qui savent jouer au basket. Hein. Donc voilà, moi je suis plutôt confiant pour en tout cas être parmi les 2 qui vont se qualifier. Parce que maintenant, c'est 4 équipes, ce n'est plus 6. Et les 4 équipes se jouent chacune une fois en aller-retour. Donc ce sera plus de matchs. Mais je pense qu'avec ça, je pense qu'on a toutes nos chances en main pour au moins faire partie des 2 qualifiés d'office. Ouais, chaque équipe joue 6 matchs, c'est un aller et retour. Et pour l'ensemble de la balle, hein, ce sont les 2 premiers de chaque conférence, plus les 2 meilleurs troisièmes qui vont se qualifier pour Kigali en mai et juin. Aruna, quand on entend un peu les avis des uns et des autres, on se dit l'AS Douanes peut bel et bien se qualifier au play-off hein, sans anicroche. C'est possible, parce que je pense qu'à part Monastir, toutes les autres équipes semblent être quand même à leur portée. Ils ont un effectif expérimenté parce que quasiment tous ces joueurs ont déjà joué cette compétition-là, même les joueurs qu'ils sont allés chercher. Moi, j'ai bien aimé le discours du coach qui a dit que pour une fois, il faut apprendre à donner la chance aux Africains. Il a fait le choix, Pabi, d'aller chercher ces joueurs africains-là qui connaissent un peu la balle, qui ont déjà joué ces matchs-là et qui peuvent apporter ce plus dont a besoin l'AS Douanes. Donc, ça veut dire qu'il a une vision claire du projet qu'il veut mettre en place avec les profils de joueurs dont il est certain qu'ils pourront lui apporter ce petit plus-là dont l'équipe a besoin pour aller faire des résultats. Et c'est rassurant, c'est assez rassurant. Je pense qu'on peut croire à cette équipe-là et avoir espoir qu'elle puisse aller chercher cette place qualificative. Parce que comme je l'ai dit, à part Monastir, je pense que les autres équipes ne devraient pas trop poser de problème à cette équipe l'AS Douanes. Maintenant, c'est le sport, tout est question de confiance, de réussite. On peut être dans un jour sans en matière de sport, avec des joueurs qui n'auraient pas la réussite sur les tirs ou qui manqueraient certaines actions faciles. Et ça a parfois été la difficulté pour cette équipe du Sénégal. L'AS Douanes a eu des difficultés la saison dernière sur les 2 premiers matchs dont parlait Thierno, parce qu'il n'y avait pas de réussite. On a eu du mal à reconnaître cette équipe. Et la Niak, le fighting spirit qu'on a retrouvé sur la dernière ligne droite, au moment où les gens les enterraient quasiment, où on disait que c'est terminé, c'est là ils ont sorti quand même des matchs extraordinaires, surtout par rapport à la mentalité que cette équipe-là a montré. Le mental ils étaient très forts sur le plan mental. Et je pense qu'en ayant cet état d'esprit-là, il n'y aura pas de crainte de voir cet AS Douanes-là ne pas s'en sortir et se retrouver dans la phase des playoffs au Rwanda. Il y a beaucoup d'attentes hein, et le ministre des Sports était allé là-bas, le tout nouveau, Khadidjen Gaye lundi. Il y avait aussi le président de la Fédération sénégalaise de basket, Maître Babacar Ndiaye. Et là, Thierno Dramé, on sait que la balle est une excellente initiative, mais est-ce que ça reflète le niveau réel des championnats de basket locaux en Afrique? C'est une vraie question. Parce que pourquoi il faut voir que quasiment toutes les équipes de la balle vont recruter des Américains. Bon, cette année, à l'exception de la Douane. Mais en général, on ne compte pas forcément toujours, à l'exception peut-être des équipes du Maghreb ou de l'Égypte, où là vraiment c'est de vrais internationaux parce qu'eux aussi ont une culture tactique plus développée que généralement les autres pays africains. Maintenant, effectivement, la question se pose. Est-ce que la balle reflète réellement le niveau du basket africain? Personnellement, je ne crois pas. Parce que les équipes qui y vont quand même vont prendre des joueurs en renfort pour apporter ce supplément d'âme-là, pour se sublimer et aller titiller les meilleurs. Maintenant, l'intérêt pour moi, c'est ça permet à des entraîneurs comme Mamadou Gueye Pabi ou des joueurs qui jouent au plan local comme Al-Khali, comme d'autres, de progresser aussi. Et cette progression-là va leur servir en équipe nationale, mais en club. Ce n'est pas pour rien que la Douane domine le championnat national. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont de bons joueurs. C'est parce qu'ils sont confrontés aux meilleurs à la balle. Pabi Gueye est obligé donc lui aussi de relever son niveau. Et donc, il devient quasi imbattable au Sénégal, en championnat. Parce que derrière, les renforts dont il a pu bénéficier, les autres ne les ont pas. En allant à la balle, il gagne de l'argent qui lui permet de recruter les meilleurs du championnat local qui vont aussi venir renforcer un peu son équipe. Donc c'est un cercle qui, pour moi, l'intérêt, pour moi, c'est vraiment ce plus-là qu'ils vont avoir sur le plan tactique, sur le plan expérience. Mais
peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une idée que je dis comme ça, peut-être un jour, ils vont penser à une sorte de deuxième division, un peu comme la J-League avec la NBA, où c'est vraiment un championnat avec des joueurs, ou une ligue de développement mineur avec des joueurs de du championnat local pour la Guinée. Parce que s'il n'y avait pas eu Slack avec ces Américains, on n'aurait jamais pu penser qu'en Guinée, on joue comme ça au basket. Donc, vraiment, les gens ont fait des efforts pour aller acheter des trucs. Donc, il y a encore du travail pour se mettre à niveau. Et pour moi, si on veut effectivement que le basket africain se développe, il faut qu'il y ait des compétitions où ce sont les Africains qui se confrontent eux-mêmes, en club, pas en équipe nationale, mais en club, parce que ce progrès qu'ils vont avoir va aussi servir à leur équipe nationale, à leurs équipes nationales. Voilà ça, votre avis sur cette question? Oui, mais je suis tout à fait d'accord. On ne va pas se leurrer. Hein. Ça ne reflète pas le niveau des championnats nationaux, locaux, parce que de toute façon, en fait, la BOL favorise le fait que des joueurs viennent de l'étranger juste à quelques jours de la compétition. C'est le cas, en fait. Ils recrutent... la plupart des joueurs qui composent les effectifs sont à l'étranger. Hein. Et après, à l'approche de la BOL, ils sont signés, ils viennent pour préparer la compétition. Et je pense que là où on peut trouver une solution, c'est peut-être d'imposer un quota de joueurs comme on le fait avec la Elevate, parce que la Elevate, le programme Elevate, où on impose à chaque franchise, chaque équipe de prendre au moins un joueur de la NBA Academy, peut-être de demander deux, trois joueurs dans l'effectif, quoi, et un minimum de temps de jeu pour que ce soit vraiment représentatif des championnats. Parce que moi, je prends l'exemple du Slack que j'ai couvert à la BOL, que je connais bien, mais en Guinée, ça a jasé quand même, parce que il y avait un seul joueur guinéen qui jouait dans le championnat qui avait du temps de jeu. Tout le reste, c'était des étrangers. Ouais. Il n'y avait qu'un seul joueur du championnat guinéen qui jouait. Tout le reste, ils étaient sur la feuille de match, sur la liste, mais ils ne jouaient pas. Donc après, ce n'est pas forcément l'idéal. Maintenant, là où les joueurs locaux peuvent en bénéficier, c'est après la BOL. Parce qu'après, ils peuvent bénéficier peut-être du rayonnement de l'équipe. Comme la S-Douane, quand ils ont été finalistes, après quand tu joues dans ton championnat, tu es quand même vice-champion de la BOL, et peut-être avec des rentrées financières, peut-être que ça peut bénéficier pour le championnat. Mais sinon, pendant la compétition en elle-même, je ne pense pas que les championnats locaux soient vraiment avantagés. Ouais. Tout de même, il y a, Aruna, une grande exposition médiatique. Mais je pense que c'est au bénéfice de ces joueurs-là. Cette publicité, c'est moins que ça apporte Moi, je pense que c'est plus les moyens que ça rapporte aux pays qui participent pour développer au niveau local. Mais en fait, en termes de développement du basket, des joueurs africains, d'un rayonnement sur le championnat local, ça n'existe pas. Mais la réalité, elle est autre. C'est qu'avec cette compétition, un club qui participe a plus de moyens pour peut-être concentrer les meilleurs joueurs de son championnat. Il y a une exposition médiatique, il y a une exposition sur la scène internationale, et c'est une compétition qui gagne en aura sur le plan international aussi. Aujourd'hui, tous les pays africains ont envie d'intégrer cette compétition-là. Mais elle tue quelque part aussi les compétitions de clubs africains. Par le passé, les clubs sénégalais participaient à la Coupe d'Afrique des clubs champions, à la Coupe des coupes, mais aujourd'hui, on ne doit plus rien. La seule grosse compétition de basket sur le continent, c'est celle-là. Parce que la NBA a profité de ce désert-là pour pouvoir organiser parce que quelque part, la réalité, elle est là. La FIBA Afrique, elle ne travaille pas. Ouais. C'est la réalité. On ne développe pas le basket en Afrique. On a une compétition de Coupe d'Afrique tous les 2 ans. Et ils sont en train de travailler sur un projet d'affaires tous les 4 ans. Ce serait peut-être un désastre pour le basket africain. Mais il n'y a aucun acte qui est posé pour le développer. C'est des privés, c'est une structure de la NBA qui vient pour faire une compétition qui aujourd'hui développe le basket africain. Et eux, ils ont des objectifs précis. Ils poursuivent un but bien précis et donc ils sont en train de travailler selon leur propre schéma. Et ce schéma-là n'est pas de nature à développer. Prenons le Sénégal. Ça ne développe pas le championnat du Sénégal en réalité, la balle. Mais ça permet à un club sénégalais de pouvoir exister sur la scène africaine. Parce qu'on lui donne les moyens, c'est eux qui financent, qui permettent à l'AS Douanes d'aller chercher des joueurs de qualité pour compléter les talents sénégalais qui sont là. On vous donne les moyens de bien vous préparer et on vous fait jouer dans des stades de niveau NBA. Ça, c'est déjà quelque chose. Parce que notre championnat, on joue à Marius Ndiaye. On a une salle de basket qui est aux normes NBA où on ne joue pas nos compétitions. Mais l'AS Douanes aujourd'hui a la chance d'aller jouer à Dakar Arena.
Parce que tout simplement, c'est la balle. Sinon, on n'aurait pas vu l'AS Douanes évoluer sur ce terrain-là parce que les moyens dont elle dispose ne lui permettraient pas peut-être de recevoir pour ces matchs de championnat là-bas. Donc tout ça, c'est des avantages et ça permet peut-être aussi quelque part à ces pays qui participent d'aspirer à mobiliser suffisamment de moyens pour mettre aussi leurs infrastructures à niveau. Parce que quand vous recevez toutes ces équipes-là qui viennent participer, vous êtes obligé, en termes de standards d'organisation et tout, de vous aligner sur ce qui se fait de mieux. Et c'est une expérience pour nos organisateurs, parce que c'est des Sénégalais qui vont intégrer ce schéma du dispositif organisationnel de la balle, qui vont apprendre quelque chose qui demain pourra servir à promouvoir et à développer le basket au niveau national. Mais je pense que la FIBA, quand même, doit revoir sa copie, aider les pays à un peu plus développer leur compétition et surtout avoir des compétitions africaines de qualité. On voyait à l'époque, il y a 20 ou 15 ou 30 ans en arrière, la S-Bop, le Duc qui jouait en Coupe d'Afrique, c'était des moments importants où il y avait une telle ambiance à Maurice Ndiaye. Quand Djoliba venait ici jouer, bon, c'est le derby Sénégal-Mali qu'on retrouvait en compétition de clubs. On a vu des clubs sénégalais aller faire de gros matchs au Mozambique, en Angola ou en Tunisie ou en Égypte, que ce soit chez les garçons comme les filles. Et aujourd'hui, on n'a plus ce genre de plateau-là, ce spectacle, on ne le retrouve plus. Je pense que le basket africain en a besoin. On a besoin, à côté de cette balle-là, d'avoir des compétitions africaines un peu plus développées. Au football, ils sont en train de lancer même une ligue fermée. La Ligue la Ligue africaine des champions, là, la Coupe Café là, mais on est en train de créer une sorte de compétition, entre guillemets, comme on pourrait l'appeler, des riches, qui va réunir 20 clubs. Mais ça participe aussi à développer. Je pense que le basket devrait aussi un peu plus explorer ces pistes-là, d'autant que les moyens que la NBA va apporter devraient pouvoir être un peu plus utilisés pour pouvoir aller vers ce schéma-là. Mais on voit que ça ne bouge pas, et je pense que ce n'est pas très rassurant pour l'avenir du basket africain, parce qu'on est dans une situation où il y aura une sorte d'élitisme, un petit groupe, une ligue fermée, comme ce qui existe aux États-Unis. La Douane, elle est là. C'est important pour elle de retourner, parce que l'année dernière était en finale. Il faut qu'elle gagne le championnat du Sénégal pour pouvoir être là l'année prochaine, ainsi de suite, pour au moins être toujours présente là où les meilleurs se retrouvent. Et peut-être finalement, ça va apporter un plus au basket sénégalais. En tout cas, on l'espère que nos meilleurs joueurs... Quand même, il y a beaucoup de changements dans les différents champions des championnats locaux. Et c'est ça, par contre, c'est là où je trouve qu'il y a quand même un point positif, c'est que ça crée l'émulation dans les championnats. À un moment donné, c'était le Duc au Sénégal. Voilà. Après, et même au Maroc, là, ce sera le FUS qui se sont qualifiés. D'ailleurs, la première édition, c'était pas la Douane qui l'a fait, le Sénégal. Voilà, donc je trouve que ça crée quand même une émulation dans les différents championnats. Parce que tu n'es pas champion juste pour être champion, après tu es champion, tu représentes ton pays, pour la boule. Et donc c'est ça qui fait que... Parce qu'avant, on était champion, on n'allait pas en Coupe d'Afrique. On n'allait pas en Coupe, voilà. Et là, c'est ça qui fait peut-être l'enjeu. Il y a une motivation supplémentaire. Une motivation supplémentaire pour gagner les championnats locaux. Et les charmes, Thierno, de cette balle, c'est cette organisation à l'américaine. On a comme l'impression que ce sont des matchs de NBA avec beaucoup de spectacles. Dakar Arena, c'est à la porte d'à côté. J'ai vu qu'il y a des bus qui seront mis à la disposition des supporters dans certains quartiers de Dakar. À quoi peut-on s'attendre en termes d'affluence et de spectacle pour cette 4e édition de la balle à Diamniadio? Il faut espérer effectivement que le public colle, ne serait-ce que pour venir soutenir la S-Douane. Et c'est bien qu'on ait mis en place un système de navettes pour transporter les supporters, parce que de toute façon, le show, il sera là. C'est carrément un show à l'américaine. C'est la NBA, hein, la balle, c'est la NBA. Donc, c'est l'organisation NBA. Ça passe même sur NBA TV. Ça passe sur NBA TV. Chaîne américaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la balle est très suivie dans le monde, c'est justement parce qu'il y a ce système d'organisation à l'américaine qui fait que même pendant les temps morts, on ne s'ennuie pas. On n'a pas le temps d'aller prendre une bouteille d'eau pour se désaltérer. Non, et ça, ils ont réussi à dupliquer cette organisation-là sur le plan africain. C'est eux-mêmes qui gèrent. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Aaron l'a dit, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être 2 ou 3 éléments de la fédération qui vont venir aider à prendre tout. Mais le reste, c'est géré par la NBA. Hein. Donc, si les choses sont bien calées, bien calibrées, bien trucs, c'est parce que, voilà, c'est des gens... Même la sécurité, vous voyez que c'est des Américains qui viennent gérer la sécurité du truc. Donc, voilà, maintenant, après... C'est le professionnalisme à l'extrême. À l'extrême, exactement, c'est ça. Parce que en tout cas, les matchs sont très bien organisés. C'est le label américain. Et bon, comme eux, ils sont assez... voilà, je ne vais pas utiliser le mot. Mais bon, bref, ce qui est important, pour moi, c'est que le public y soit.
de toute façon, je pense que ceux qui sont allés voir les matchs lors des précédentes saisons vont certainement vouloir y retourner. Parce que comme on l'a dit, c'est bien organisé, on ne s'ennuie pas et tout. Maintenant, j'ai vu les prix des billets. Bon, assez exorbitant. J'allais en venir parce que nous sommes au Sénégal, c'est pas évident. Exactement, parce qu'il faut éviter aussi, parce que le basket, c'est quand même un sport populaire. C'est pas un sport élitiste. Donc, si les tarifs affichés ne changent pas, je crains qu'il y ait... On va avoir vu des billets de 12 000. Ouais, 12 000, 6 000, je pense, c'est le billet le moins cher. Déjà, il faut prendre en compte le transport pour aller à Diamniadio. Le repas aussi. Les navettes des bus, j'ai vu que c'est gratuit. C'est gratuit, mais bon, à certaines zones. Il y a d'autres zones où vous allez être obligé de prendre le terre ou de prendre votre voiture pour y aller. Donc, c'est un peu ça. Mais il faut que ceux qui organisent gardent ce côté populaire du basketball. Et ça, il faut faire des concessions sur les tarifs pour ça. Ouais. Mais après, les amoureux du basket au Sénégal, on n'a pas, oui, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'occasions de voir du vrai basket en fait. Ouais. Donc je pense que ceux qui vont y aller, je pense que ce sont des gens qui ont prévu ça depuis quand même. Ils connaissent la date ils savent parce que les billets sont vendus à l'avance. À l'avance, donc. Mais je suis d'accord quand même. C'est vrai qu'on doit faire un petit effort. Il y a un contexte à prendre en compte. Et effectivement, mais en fait, la BOL a été intelligente cette année, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que la S-Douane, c'est-à-dire le pays hôte de chaque conférence, joue chaque jour. Comme ça, tu es sûr qu'il y aura une influence. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, un jour, la S-Douane peut avoir un jour où il ne jouera pas. Et là, les gradins sont vides. La Douane va jouer samedi à 17h30. Oui, samedi à 17h30. Face aux Rivers Hoopers du Nigeria. Effectivement, ce sera le premier match. D'ailleurs, l'année dernière, c'était un piège. Parce que l'année dernière, ils ont commencé par le SLAC. C'était censé être l'équipe la plus abordable. Et le SLAC avait battu, à la surprise générale, la S-Douane. Donc là, je pense qu'ils ont appris de ça. Et de ne pas sous-estimer les Rivers Hoopers, même si c'est censé être, on va dire, le petit poussé. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la balle. La conférence Sahara, je le rappelle, va démarrer samedi à la Dakar Arena et c'est jusqu'au 12 mai. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports. Le second thème porte sur l'attaquant sénégalais de Chelsea, Nicolas Jackson, qui est la cible de beaucoup de critiques cette saison. Après chaque match de Chelsea, quasiment, il est critiqué après les nombreuses occasions manquées. Harouna Dème, c'est quoi le problème avec Nicolas Jackson en ce moment? Bien, je pense. Pourquoi il montre tant de maladresse devant les buts en Angleterre? Je pense qu'il est confronté à un problème mental. Je le dis comme ça. Parce qu'il affiche une certaine confiance quand il s'agit de répondre aux supporters ou parfois de répondre aux provocations. Mais sur le terrain, on ne retrouve pas cette mentalité de gagneur-là. Il se perd trop à participer au jeu, à défendre. Il fait énormément d'efforts. Finalement, il n'est pas lucide devant le but. Or, ce qu'on lui demande, au fond, c'est de marquer des buts. Ce n'est pas d'être le premier, peut-être, défenseur. Même si, entre guillemets, le schéma tactique que met en place son entraîneur Pochettino oblige les attaquants à beaucoup défendre. En Angleterre, c'est comme ça que ça se joue, le football. C'est un football très rapide, très engagé, où il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps d'arrêt. On se bat tout le temps. Donc, finalement, lui, il se bat sur le replacement défensif, sur la participation au jeu défensif. Et au bout du compte, quand il se retrouve devant les buts, on a l'impression qu'il perd toute sa lucidité. Et parfois aussi, il y a certains matchs comme face à City, quand vous êtes un grand attaquant dans un club comme Chelsea, vous n'avez pas le droit de vous manquer sur les 2 balles de but, effectivement, qu'il a eu. Il a eu 3 ou 4 occasions, mais sur 2 de ces occasions-là, un avant-centre n'a pas le droit de se manquer de la sorte. Et ça ne pardonne pas. Les critiques deviennent plus acerbes, parce que depuis le début de la saison, quand même, il est critiqué. Même si, par ailleurs, je trouve que sa saison n'est pas mal. Il est à 10 buts déjà en Première Ligue. En Première Ligue pour sa première saison. C'est autant que Drogba quand il est arrivé à Chelsea. Donc, on devrait pouvoir un peu plus lui pardonner certaines choses. Mais c'est le niveau d'exigence. Sadio Mané aussi lors de sa première saison en Angleterre. Mais c'est le niveau d'exigence de la Premier League qui fait qu'on ne peut pas laisser un attaquant, un avant-centre qui se crée autant d'occasions. Parce que Chelsea se crée énormément d'occasions. Et ils perdent le match contre City à cause de l'inefficacité de Jackson. S'il avait mis 1 ou 2 buts, on ne parlerait pas d'une défaite 1-0. Parce que c'est un match où l'équipe qui allait marquer à coup sûr le premier but était à peu près certain de ne pas perdre. Je ne dis pas qu'elle allait peut-être gagner, mais ça allait être difficile qu'elle perde. Et lui, il manque des ballons tellement faciles.
Et après, ce qu'il rate, c'est ce que derrière Siki parvient à concrétiser. Et c'est assez problématique pour lui parce que quand même l'entraîneur le soutient. Son équipe l'entoure, l'assiste, l'aide. Mais au bout du compte, à la fin de la saison, si il n'y prend pas garde dès à présent, essaie de relever un peu plus ses statistiques, on va aller chercher un autre avant-centre. Il va se retrouver à une concurrence et peut-être devenir le deuxième choix. Parce que jusqu'ici, il joue parce qu'il est le premier choix. Chelsea n'a pas d'autre avant-centre. Ils ont plus de joueurs excentrés. Un numéro 9 type comme lui, ils n'en ont pas. Donc l'entraîneur compte sur lui, mais à la fin de la saison, c'est sûr qu'avec les moyens dont dispose Chelsea pour aller recruter, ils vont aller chercher un véritable numéro 9 qui pourrait peut-être venir et le pousser sur le banc. Et ça, ce ne serait pas à son avantage, je pense. Donc il a intérêt d'ici les quelques petits matchs qui restent, parce qu'il ne reste pas beaucoup, c'est 4 ou 5 matchs avant la fin de la saison, à peut-être essayer de faire mieux que ça pour se propulser déjà et se projeter sur la saison à venir où il pourrait jouer les premiers rôles. Mais là, cette inefficacité est assez inquiétante, autant pour son club que pour même l'équipe nationale du Sénégal. On l'a vu à la Coupe d'Afrique. En UCC, il y a fait tout le temps confiance. On reviendra sur Jackson en sélection. Tierno, selon vous, qu'est-ce qui explique les ratés de Jackson en Première Ligue? Qu'est-ce qui explique les ratés? Je ne sais pas. En tant qu'observateur, je trouve que, en fait, moi, j'ai écouté l'analyse d'Aaron. Je trouve qu'il est très gentil avec Nicolas Jackson. Le garçon, aujourd'hui, à mon avis, n'a pas besoin de ça. Il a besoin qu'on lui dise vraiment, jeune homme, ça ne va pas. Parce que c'est vrai que le Drogba de Chelsea et le Drogba de Jackson, enfin, le Chelsea de Drogba et le Chelsea de Jackson sont différents. Parce que Chelsea est devenu ce qu'il est avec les Drogba. À ce moment-là, c'était un projet. Donc aujourd'hui, Chelsea est devenu un grand d'Angleterre et peut-être même d'Europe. Ils l'ont recruté parce que justement, il a peut-être montré de très bonnes dispositions avec Villarreal. Mais aujourd'hui, il a la chance que son entraîneur continue de croire en lui. Mais d'autres entraîneurs l'auraient déjà laissé sur le banc. Ou peut-être s'il y avait effectivement une alternative. Peut-être parce que c'est ça qui fait que Nicolas Jackson continue de jouer. Mais Nicolas Jackson, en termes de statistiques, il a 10 buts, c'est vrai. Mais c'est 32 tirs cadrés. 10 buts pour un attaquant, ce sont de bonnes statistiques. Tiers, mais c'est un tiers. Mais après, si on regarde... 3 en Coupe, 2 en FA Cup, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Quel est le ratio occasion-but marqué? Parce que le match contre City est assez révélateur, en fait, de la saison de Nicolas Jackson. Il se crée énormément d'occasions. Et ce n'est pas de petites occasions. C'est des occasions franches de but qu'il se crée, mais il ne les met pas pour un avancement. Et mais on oublie qu'il n'est pas un neuf type, il a été transformé. Oui, mais après, quand vous êtes face au gardien, quand même, quand vous êtes face au gardien, on a vu tout à l'heure sur les illustrations, le face-à-face avec Onana. Ça, franchement, même un défenseur, normalement, doit pouvoir s'en sortir. Ça, il ne s'agit pas d'être un attaquant de grande qualité pour le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes étaient peut-être un peu trop grandes par rapport au jeune attaquant qu'il est, parce qu'il faut quand même rappeler que Nicolas Jackson n'a que 22 ans. Mais je trouve que le problème de Nicolas Jackson, en dehors de son inefficacité, c'est qu'il se disperse. Voilà un attaquant qui a 9 cartons jaunes. Ça aussi, ça pose problème. Ça veut dire qu'il n'est pas forcément focus sur ce sur quoi il doit beaucoup travailler, c'est la finition dans les buts. Il est trop dispersé, il commet trop de fautes. 24 fautes pour un attaquant, 9 cartons jaunes. Un carton rouge aussi. Donc voilà, donc ça veut dire que Nicolas doit se recentrer un peu sur son travail d'attaquant, éviter, parce que comme il a dit, il est très en verbe quand il s'agit de répondre aux supporters, mais c'est ça qui fait qu'il le lui rende bien aussi. Parce que quand ça ne va pas, il faut rester cool, rester humble et dire aux gens, je vais continuer de travailler. Mais vous marquez un but, vous faites ça, fermez-la, alors que le but que vous marquez n'est même pas décisif parce que votre équipe mène déjà 2 ou 3-0, ça n'a pas de sens. Donc il faut que les gens autour de lui, son entourage, Diomansy Kamara qu'on connaît quand même, qui est un vrai professionnel, qui a fait une bonne carrière, c'est un ancien joueur, mais un monsieur qui est très positif et tout. Je pense qu'on doit beaucoup travailler pour effectivement recentrer Nicolas Jackson, parce que là, il est dans un cycle qui n'est pas positif. Malgré les buts qu'il a mis, pour moi, s'il continue comme ça, il va plus... il est plus du côté, comment dire, plus sur la pente que sur la montée. Donc, voilà quoi, il y a du boulot pour lui. Après, oui, on peut être tolérant en disant qu'il n'a que 22 ans, il a encore une grande marge de progression.
Mais Chelsea, Mais Chelsea ne peut plus se permettre... Comme dit l'entraîneur du PSG, l'âge ne compte pas. Hein. Aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui... oui, puisque les plus grands stars du football aujourd'hui ont 21, 22 ans. Jackson aura 23 ans. Yamin Lamal a 16 ans et c'est pourtant c'est lui qui fait la Jude différence. Bellingham n'a que 21 ans. Sur les nombreuses occasions que rate Jackson en Première Ligue. Bon, déjà, moi, je trouve qu'il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que ce n'est pas un attaquant de pointe de formation. Ce n'est pas un finisseur. Ouais. Ça, il faut quand même le lui reconnaître. Ouais. Maintenant, je suis d'accord avec Thierno quand il dit qu'en fait, il y a des occasions qu'il rate. Tu n'as pas besoin d'être numéro 9. Il rate des occasions que n'importe qui, un joueur professionnel de son niveau, doit mettre au fond. Et effectivement, je pense qu'il a un problème de... Il ne veut même pas reconnaître qu'en fait, il rate beaucoup d'occasions et des occasions franches. Parce que quand il enchaîne 3 matchs, il rate de grosses occasions. Il suffit qu'il en marque un pour qu'il aille sous le cop des supporters de Chelsea pour leur dire taisez-vous. Mais en fait, alors qu'il met un but... C'est ça le charme du sport aussi. Ça fait partie du jeu. Je pense que là, il se tire une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied parce qu'il sait que de toute façon, il n'est pas en réussite. Donc, il ne faut pas mettre le feu aux poudres. Tu as mis un but, c'est ton travail. Et puis ce qu'on oublie de dire, les 10 buts là, c'est vraiment en trompe-l'œil. Il te met des buts que même moi, je mets. Moi, je ne me rappelle pas dans cette saison un but que Nicolas Jackson a mis qui m'a fait me lever de mon canapé. Non. Contre Arsenal, je crois. Il y a un contrôle enchaînement. Celui-là, il était très beau. Oui, d'accord, oui. C'est peut-être l'exception. 1 sur 10. C'est une note de 1 sur 10 alors. D'accord. Mais sinon, la plupart des buts... Même pour marquer devant un but vide, non. Il faut être là. Il faut être au bon endroit. Il faut faire le bon déplacement. Par contre, là où je suis d'accord, c'est qu'il a une très bonne qualité de déplacement et de jeu sans ballon. Mais sinon, quand même, globalement, je trouve qu'il manque de confiance, ça c'est sûr, mais il faut vraiment qu'il se bouge, quoi, parce qu'il manque de grinta. C'est un joueur qui est jeune, mais quand il rentre, même quand je le vois avec la sélection du Sénégal, quand il rentre en cours de jeu, on a l'impression... Son langage corporel, il se prend déjà pour une star, j'ai l'impression. Il se prend pour une star, il ne fait pas de pressing, il perd le ballon, il rouspète, il attend qu'on récupère le ballon pour lui, je ne sais pas. Il envoie de mauvais signaux, en fait, pour un joueur de son jeune âge et qui a en plus envie de le prouver. On a l'impression qu'il est déjà suffisant. Il pense qu'il a déjà, je sais pas, atteint son summum, alors que non, il a des disponibilités, il a des potentialités, il est rapide, il fait de bons appels. Mais il faut qu'il travaille. Peut-être qu'on le fait jouer à un poste qui n'est pas le sien. Peut-être que si on le fait jouer sur les couloirs. Mais même ça, le problème c'est qu'il n'a pas de grinta. Quand tu joues sur un couloir... un joueur de côté. Oui, mais le problème c'est que quand tu joues sur les côtés, attention, ça demande des allées et des venues. Est-ce que lui, il va le faire? Est-ce que c'est un joueur qui aime se dépenser, qui a du coffre? Ça aussi, c'est peut-être quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on dit que oui, c'est pas un joueur de pointe, c'est un joueur de couloir. Mais le problème, c'est que moi, je ne sais même pas s'il a l'abattage physique pour pouvoir jouer sur les côtés. Parce que le côté, c'est revenir défendre, monter, tout ça. Donc, subir des tacles. Subir des tacles. Donc, moi, je suis vraiment... Moi, c'est un joueur... voilà, moi, c'est un joueur qui me laisse beaucoup sur ma faim. J'ai vraiment beaucoup de doutes. Hein. Moi, j'ai vraiment beaucoup de doutes sur les qualités. Je trouve qu'il a eu beaucoup de chance de jouer à Chelsea, mais... On avait fait un thème lorsque Jackson a signé à Chelsea dans le club des sports. On dit souvent qu'avec les jeunes joueurs, il faut être patient. Certains disent qu'il a du potentiel. Maintenant, c'est à lui d'être conscient de son potentiel, de gommer ses imperfections pour devenir un grand attaquant à l'avenir. Parce que jouer à Chelsea, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un grand club, les supporters sont impatients et tout. Peut-être que la saison prochaine, Jackson a intérêt à progresser et être beaucoup plus clinique. Ce qui est révélateur de cet état de fait, du fait que moi, je m'interroge. Quand on dit que c'est un joueur de couloir, Cole Palmer, il a mis combien de buts? 20 buts. C'est le meilleur buteur du club, c'est un milieu de terrain. Il marque plus que Jackson, avec moins de temps de jeu que Jackson. Parce qu'au début de la saison, il n'était pas titulaire. Ouais. C'est maintenant qu'il est titulaire régulier, parce que lui, il va vers le but. Il va chercher le but. Il a marqué le double des buts de Jackson, en ayant joué moins, en jouant sur le côté en plus. Alors que Jackson, son morphotype, son profil physique fait de lui un vrai avant-centre en réalité. C'est un excellent joueur de haut but qui arrive à garder le ballon, à aider son équipe à sortir. Donc dans ces circonstances-là, quand il se retrouve face au but, moi je me demande qu'est-ce qui lui passe par la tête pour que c'est un contre un avec le gardien, il ne marque jamais. En fait, c'est ça le problème. À chaque match, il se retrouve face au gardien de but et il rate. C'est là où se situe la difficulté. Ça suppose qu'il n'est pas suffisamment concentré, qu'il n'ait pas une bonne
il n'a pas une bonne préparation face aux gardiens de but et c'est des axes de travail, autant pour lui. Parce que certains jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des coachs personnels qui les aident à progresser. Peut-être que c'est vers cette voie-là qu'il devrait aller, parce que l'entraînement collectif ou l'entraînement qu'il fait en club avec son coach ne suffit pas à un moment donné. Il faut aller apprendre à faire un travail spécifique devant le but pour être un bon finisseur. Et c'est ça qui lui fait défaut. Ouais. Des jeunes, et puis, il joue dans une équipe de Chelsea quand même, où il y a des gens qui sont là, qui font le sale boulot, excusez-moi du terme, pour lui, au milieu de terrain, pour récupérer les ballons et lui donner... Il a de très bons passeurs, des joueurs qui lui donnent d'excellents ballons. Vous avez Gallagher qui vous met dans n'importe quelle situation où vous pouvez marquer un but. Et vous ratez ces occasions-là. Et après, finalement, quand l'équipe perd, en fait, c'est là où les supporters lui en veulent. Parce qu'il y a beaucoup de matchs que Chelsea a perdu cette saison à cause de son inefficacité. Et ça, les supporters ont du mal à lui pardonner ça. Que l'équipe gagne, qu'il ait raté des buts et tout, et qu'ils aient pris les points, les gens ne pardonneront à Jackson d'avoir manqué ces occasions-là. Mais quand l'équipe doit gagner un match de demi-finale de Cup contre City, il a 3 ballons de but, dont 2 qui sont quasiment immanquables. Il se plante et perd 1-0 à la fin. Mais c'est difficile de ne pas trouver un bouc émissaire. Il a de la chance d'avoir Pochettino. Je pense que s'il avait un coach comme Tuchel, à la conférence de presse d'après-match, il allait le brûler. Il allait dire, parce qu'hier on l'a vu, il a dit c'est Kim qui a quasiment fait ce que le Bayern n'a pas pu battre le Real Madrid. Donc chaque entraîneur avec sa façon de faire, il a la chance d'avoir un entraîneur qui le couvre, qui le protège, qui compte encore sur lui parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas un autre numéro 9. Moi je pense que c'est plus qu'autre chose. Si c'était un autre type d'entraîneur même, il aurait pu le sortir et jouer sans numéro 9. Mais avec les blessures, les joueurs qui partent, qui reviennent, il y a une instabilité à Chelsea qui fait que lui, il doit profiter de cette situation-là. Il n'en profite pas. Et on s'interroge, au bout du compte, où est-ce qu'on doit le placer et comment l'utiliser pour qu'il arrive à être performant. Parce qu'il y a quand même des choses à ce niveau de la compétition. Je pense que pour un professionnel, c'est assez dangereux pour la suite de sa carrière. Parce que s'il perd son statut à Chelsea, qu'il se retrouve sur le banc, qu'il ne joue presque plus la saison prochaine, il va se retrouver dans les clubs qui jouent le maintien. Et là, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'on a vu de grands joueurs, de très grands attaquants, ne pas arriver à s'imposer dans les grands clubs et finalement dérouler toute leur carrière dans des clubs de seconde zone et ne pas faire vous avez Wilfried Zaha, qui n'a jamais pu exploser au plus haut niveau parce que c'est un talent extraordinaire. Aujourd'hui, Nicolas Jackson, c'est vrai qu'il a 22 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est des joueurs de 18 ans, 17, 18, 19, 20, 21 ans, 22 ans qui aujourd'hui font le football dans le monde. C'est eux les stars du football mondial. Et je pense qu'il n'a pas le droit de se comporter de la sorte. Il a un problème mental et il manque d'humilité. Et ça, c'est un autre aspect. S'il n'arrive pas à s'en sortir depuis le début de la saison, c'est parce qu'il n'a pas été suffisamment humble pour prendre tout ce que lui donne comme critique et essayer de se ressaisir, de recentrer son travail d'attaquant et de jouer au football et maintenant d'arrêter de se préoccuper de ce qui se passe dehors. Ah, les critiques sont nombreuses, Thierno, mais il y a eu le soutien de son idole, Didier Drogba, qui conseille à Jackson de continuer à travailler. Il espère que ça viendra. J'ai aussi vu une interview de Amara Traoré cette semaine dans un quotidien de la place. Lui aussi dit qu'il est optimiste quant à l'avenir de Jackson. Ça, ce sont des voix autorisées que Jackson devrait pouvoir écouter pour pouvoir progresser à l'avenir. Mais moi, je préfère retenir ce que dit Drogba. Voilà. Il faut qu'il continue à travailler. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va faire qu'il va redresser la barre. Il faut qu'il continue à travailler. Mais il faut, pour travailler, voir ce qui doit changer, il faut qu'il accepte que cette saison-là. Parce que quand les gens disent qu'il, malgré tout, il a marqué 10 buts, on est en train de justifier ce qu'il est en train de faire. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde le ratio occasion, but, tir cadré, etc., on est dans le négatif. On est dans le négatif. Donc, il faut qu'il accepte que cette saison-là... 30 matchs en première ligue, 30 matchs. 32 tirs cadrés, 10 buts, 9 cartons jaunes, 24 fautes. C'est tout ça, en fait, Nicolas Jackson. Maintenant, il faut qu'il continue à travailler, c'est vrai. Il faut qu'il soit beaucoup plus humble. Et puis après, je pense qu'il faut que dès maintenant qu'ils se disent que
je suis en situation d'urgence. Parce que Chelsea a énormément de moyens. Ce ne sera pas un problème pour Tomboli de sortir 150 millions d'euros pour aller chercher l'attaquant qui va lui permettre de gagner les matchs importants. Parce qu'un club comme Chelsea ne peut pas se contenter de se maintenir en première ligue. C'est un club qui doit revenir en Ligue des Champions. Parce que c'est de gros investissements qui sont faits sur l'équipe, sur l'image, etc. Et c'est des compétitions comme la Ligue des Champions qui vont vous permettre de retomber un peu sur vos pattes. Donc, tout l'investissement qui a été fait sur lui, sur d'autres encore, c'est pour aller chercher la Première Ligue, pour aller chercher la Ligue des Champions. Donc, qui continue à travailler, c'est vrai, les Drogba ne peuvent pas dire autre chose, c'est le politiquement correct. Mais je suis sûr qu'en coulisses, il va dire « Ah, il faut qu'il travaille ça, il faut qu'il travaille ça, il faut qu'il travaille ça ». Donc, à son staff de le comprendre. Vous voyez, Aaron a parlé de préparateurs, entre guillemets, particuliers. Vous allez prendre des joueurs comme Mbappé. C'est des joueurs qui ont des analystes vidéo qui, à la fin de chaque match, vont lui dire voilà là où tu dois progresser, ça tu l'as pas bien fait, etc., etc. Donc, c'est des gens qui sont en constante progression parce qu'ils investissent sur ça. Donc, à 22 ans, vous jouez dans un club comme Chelsea, je pense que financièrement, vous devez avoir l'assise financière qui va vous permettre d'aller chercher des gens qui vont vous apporter ce plus-là. Parce qu'à l'entraînement, vous allez travailler la course, le physique, etc. Mais le gros du travail, c'est à la maison, c'est Nicolas Jackson face à lui-même. Vous voyez. Et donc, s'il n'arrive pas à régler ça, s'il n'arrive pas aussi, et je le répète encore, j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui est dispersé, qui prend trop de cartons, qui commet trop de fautes. C'est des choses qui, entre guillemets, distraient un attaquant. Un attaquant n'a pas besoin de ça. Un attaquant qui commet beaucoup de fautes, ce n'est pas ce qu'on attend de lui. Le premier rôle de l'attaquant, c'est de marquer des buts. Donc, il doit faire preuve d'humilité et continuer à travailler, respecter les supporters de Chelsea. Ça aussi, c'est important. Parce qu'en Angleterre, vous ne pouvez pas vous mettre à dos les supporters. Pas si vous mettez à dos les supporters d'un club, vous quittez le club. Ils sont les patrons à la limite. Dans le passé, on a vu des Mohamed Salah, des Kevin De Bruyne à Chelsea, Lukaku et tant d'autres. Ça n'a pas été facile, mais par la suite, on a vu qu'ils ont été de grands joueurs, de grands attaquants qui sont devenus efficaces. Est-ce que, vu sous ce rapport-là, on ne peut pas avoir un brin d'espoir pour Jackson? Certes, je peux te l'accorder. Sauf que eux, je pense que ce n'était pas aussi dramatique quand même que pour Nicolas Jackson. Et en plus, ils étaient beaucoup plus humbles. C'est vrai qu'il manque d'humilité, hein, Nicolas Jackson. Je ne sais pas si c'est fin, je ne sais pas s'il est... Je ne le connais pas personnellement, peut-être qu'il est humble dans la vraie vie. Mais en tout cas, quand il est sur un terrain de football, il ne veut pas parfois reconnaître qu'il n'a pas fait un bon match. Tu le dis, un journaliste, moi je me rappelle même pendant la CAN, pendant le Media Day, j'ai regardé quelques interviews. Quand un journaliste lui a demandé par rapport aux critiques, il dit « Moi, je m'en fous des critiques ». Bon, excusez-moi du terme, mais je veux dire, il faut que tu prennes en compte un peu les critiques. Les critiques ne sont pas... On ne le critique pas pour rien. Les critiques font avancer. Parfois, c'est fondé. Et puis, c'est fondé. Ce sont des critiques fondées. Donc, lui, je pense que voilà, il va falloir qu'il travaille un peu son humilité et aussi son intensité, parce qu'on parle de la Première Ligue. C'est peut-être le championnat le plus intense de tous les championnats. Et lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore vraiment... pris le moule de ce championnat. Il vient d'Espagne. En Espagne, c'était un peu moins peut-être intense, donc ça a demandé moins de courses à répétition. Et lui, c'est peut-être ça qui fait qu'en plus de son manque d'efficacité, il manque de lucidité également. Donc, parce qu'on parle des buts, il a mis presque autant de buts qu'à Villarreal. Villarreal, il avait fait en 2 saisons, il avait mis 13 buts. La saison passée, il avait mis 13 buts. 13 buts, voilà. Toutes compétitions confondues. Et là, on parle de 10. Ouais. Et pourtant, on a un bon souvenir de lui à Villarreal. Donc, mais c'est juste pour dire qu'en fait, c'est... Il est dans les mêmes standards. Hein. Il est dans les mêmes standards. 13 buts la saison passée et actuellement 13 buts, toutes compétitions confondues. Il est dans une meilleure équipe, avec des joueurs de meilleure qualité. Plus ambitieux. Une équipe. Et il rate beaucoup plus de buts. Parce que honnêtement, moi, encore une fois, je répète, moi, les buts qu'il marque, ce sont des buts où on lui fait une passe en retrait, il n'a qu'à mettre son pied et ça rentre dedans. Donc, et souvent, ça passe au-dessus. Franchement, je reste sur ma faim. Et vraiment, moi, je m'attendais à mieux. Vraiment, pour quelqu'un qui, quand même, avait fait une pas mal. Il avait fait remplacer. Il avait fait oublier un peu Boulaïdja du côté de Villarreal. Il marquait des buts. Il prenait son couloir. Il rentrait sur son pied droit. Il était beaucoup plus en confiance. Mais là, je ne sais pas. Là, il va falloir qu'il travaille beaucoup et qu'il fasse des tirs. Je ne sais pas s'il fait des séances de tirs seul devant le gardien. Peut-être qu'il a besoin également d'un coach mental. Parce que mentalement, je trouve qu'il est faible. Parce qu'il suffit qu'il rate un but, une occasion de but, pour que son match soit complètement
loupé. Et puis un point dont on n'a pas parlé, on l'a vu se disputer avec des coéquipiers. Un penalty. Ouais. Et ça, c'est un gros problème aussi. Parce qu'en fin de compte, ça se reproduira pas exactement. Parce que le tireur était désigné. S'il se met à dos les supporters et les joueurs, ça va être extrêmement compliqué pour lui. C'est pour ça que je te dis que c'est un manque d'humilité. Parce que tu peux pas être tu rates autant d'occasions. Tu n'es pas le tireur attitré et tu viens trouver celui qui tire pour lui dire donne-moi. Non, mais c'est quand même incompréhensible. Et en équipe nationale, Nicolas Jackson, c'est 12 sélections, 0 but marqué pour le moment. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire à 100%, mais vu son potentiel, c'est quand même assez surprenant. Mais prenez la CAN. La dernière CAN, tout le monde s'attendait à ce que lui soit le titulaire. Après, surtout son entrée réussie, parce que son match de référence pour moi, c'est contre le Brésil, le match amical. Il avait fait un bon match. Il avait été excellent. Et tout le monde s'attendait à ce qu'à la CAN, à lui c'est le titularise. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Boulaye n'est pas là. Il est relégué à la 3e position, puisque après, c'est Habib Diallo. Habib Diallo qui est titulaire. Et lui, il est entraîné la plupart du temps en fin de match. Et il n'est pas pu entrer dans un match où il a fait la différence. En fait, il n'a pas été décisif. C'est les joueurs qu'il trouvait là, Sadio Mané ou Ismaël Sarr, qui animaient l'attaque du Sénégal. Lui, il était là, mais bon, on disait souvent qu'il se bat, il participe au jeu défensif, il se replace, il fait les courses. Mais il est avançant. On ne l'a pas mis sur le terrain pour faire le travail des défenseurs. Même si c'est toute l'équipe qui défend, il est là d'abord pour marquer des buts. Et ces statistiques sont révélateurs parce que quand même, être là depuis le temps qu'il est là et tous les matchs qu'il a joués, même parfois c'est des bouts de match. Lamine Camara est arrivé en équipe nationale, ça fait quoi 5 mois ou 6, même pas 1 an, des statistiques meilleures que lui, alors que c'est un milieu de terrain. Donc, Gana Gueye, les milieux de terrain arrivent à faire la différence. En fait, c'est cet esprit tueur, cette percussion qu'on attend d'un attaquant qui, chaque fois qu'il a 2 occasions, mais au moins une au fond, qu'on ne retrouve pas chez lui, autant en club qu'en sélection. Je pense que c'est un problème. Peut-être qu'Aliou Cissé trouvera le moyen de le faire retrouver le sens du but, parce que jusqu'ici, il ne sait pas où est la direction du but avec la sélection du Sénégal. Et c'est assez désastreux quand même pour un numéro 9, parce que dans la concurrence, il y a des jeunes qui arrivent, de jeunes joueurs, de jeunes attaquants, qui vont pouvoir lui discuter. Cette Sima est là, il fait de bonnes performances. Peut-être que quand Boulaye retrouvera un bon club où il va jouer titulaire, il va reprendre sa place. Et dans ce cas-là, dans la hiérarchie des avançants de l'équipe du Sénégal, il pourrait bien se retrouver, je ne dis même pas sur le banc, mais ne peut même pas être appelé en équipe du Sénégal. Parce que c'est une question de performance et le nombre de joueurs importants pour un poste, vous n'allez pas prendre 5 ou 6 avançantes. Vous n'en prenez que 2 ou 3. Et s'il est en 4e position, c'est lui qu'on va sacrifier. Actuellement, c'est les autres qu'on sacrifie parce qu'il est là, l'entraîneur compte encore sur lui. Mais à force de faire des matchs comme ce qu'il a eu à faire ces dernières semaines, parce qu'en réalité, en équipe nationale, moi, j'ai le seul match dont je me souviens d'une belle performance de Jackson. C'est face au Brésil. C'est le match amical Sénégal-Brésil. Je ne vois pas d'autres matchs où il a apporté quelque chose à l'équipe du Sénégal. Ouais. À la CAN, on l'a vu entrer alors que le Sénégal menait 2 ou 3-0. Il n'a pas été aussi bon qu'on aurait pu l'attendre d'un joueur qui est un joker, qui vient, qui a envie de prouver quelque chose. Même dans la détermination, il a dit tout à l'heure son langage corporel. Il est rentré contre la Guinée. Ouais. Moi, quand je l'ai vu se promener sur le terrain, j'ai eu l'impression que ce n'est pas un joueur qui a envie de jouer. Peut-être dans sa tête, il se dit que bon, le gars me fait rentrer parce qu'il a envie de me faire rentrer, mais je n'ai rien à faire dans le terrain. Peut-être qu'il s'attendait à être titulaire. Mais c'est un problème. L'état d'esprit dans lequel il est, c'est assez problématique. Et c'est révélateur justement de son manque de confiance. Et malheureusement, si c'est accompagné d'une certaine inefficacité, vous donnez raison à ceux qui pensent que vous n'avez pas votre place dans cette équipe-là. Le bémol en sélection, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis qu'il est là. Il a été rarement titulaire, je crois, 2 ou 3 matchs. Mais pourquoi il n'est pas titulaire? Parce que c'est quand même lui qui joue à Chelsea. Hein. Les autres jouent en Arabie Saoudite. Habib Diallo joue en Arabie Saoudite. Et quand il est titularisé en Coupe d'Afrique, Habib Diallo ne jouait quasiment plus dans son club parce qu'il n'avait plus marqué de but depuis son arrivée. Donc, si aujourd'hui, dans la hiérarchie, Aliou Cissé met Habib Diallo devant lui,
L'ancienneté de Habib aussi. Ouais, l'ancienneté, ça compte pas en football. Ouais. Il faut être Il y a performant des au coachs club. qui prennent ça Oui, en mais considération. parce que Habib, sont plus Habib anciens, sont n'était retrouvés pas sur le forcément banc. le premier choix, n'a jamais été la première option d'Aliou Cissé, d'Aliou Cissé aussi. ouais. C'est soit c'est Boulaïdia, soit c'est Famara Famara Diédhiou quand Famara était là. Donc aujourd'hui, la logique aurait voulu que le gars qui joue à Chelsea soit titulaire en équipe nationale. Mais Parce qu'il joue pourquoi Aliou ne le prend pas? dans un Parce que championnat majeur. une fois, Aliou m'a dit une chose. Vous, les journalistes, vous ne savez pas ce qui se passe dans un vestiaire. C'est vrai. Lui, il sait. Mais nous, de loin, ce qu'on voit, nos paramètres d'analyse, c'est quoi? Il joue où? Ses performances, etc., etc. Il joue à Chelsea. Où joue Habib? En Arabie Saoudite. Où joue Abdallah Sima? En Écosse. Mais quand même, c'est Habib qui est titulaire. Alors qu'Habib ne jouait même pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. S'il ne marque pas, s'il n'est pas titulaire, c'est parce qu'il n'a pas fait assez ou suffisant pour être titulaire. Donc, il doit continuer à se battre. Donc, je pense que s'il est efficace à Chelsea, presque personne ne trouverait à redire qu'Aliou Cissé le titularise en équipe. Et là aussi, il ne va le falloir qu'il titularise fasse pas, ses preuves. c'est les critiques qui allaient dire à Aliou pourquoi ne pas titulariser un joueur qui marque tous les week-ends 1 ou 2 buts à Chelsea. Et même quand on le titularise, il a été titulaire contre le Togo. Il n'a rien fait. Il était titulaire contre le Togo. Contre le Et Togo moi, à Lomé. Je me souviens d'une occasion, mais franche, où il doit marquer. Il doit marquer ça, c'est vraiment, il doit le mettre au fond, il rate. Donc bon, après, je veux dire, il a presque plus d'excuses. Moi, je trouve que c'est un joueur qui, à cette heure-ci, il est indéfendable. Il est vraiment, et quand on veut vraiment lui rendre un service, il faut lui dire qu'en ce moment, il est en train de dévier. Il est pas en train de prendre le bon chemin. Il faut qu'il mette de côté son ego. Parce que, voilà, c'est un joueur qui refuse qu'il est incompétent en ce moment et il faut qu'il travaille comme les autres l'ont fait. Parce que, comme tu l'as dit, c'est vrai que les Drogba, les Mohamed Salah, ils ont été en difficulté à Chelsea au début. Même Sadio Mané. Mais après, on sentait qu'ils en voulaient. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a même pas faim. Qu'il n'a pas faim de devenir un grand attaquant. En tout cas, merci pour cette expertise, Pape Alassane Ndiaye. Merci à El Hadj Thierno Dramé, à Arouna Dem. Nous arrivons au terme de cette émission, Club des Sports. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à toute l'équipe technique. Michel Diatta était à la réalisation. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de la RTS.